Le shérif Malcolm Cooper avait tout vu en 23 ans passer au sein du département de police de Millstone. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui franchit les portes du commissariat ce mardi matin détrempé de pluie. Un berger allemand, couvert de sang et de boue, s'effondra sur le sol en lino, haletant, les pattes tremblantes. Attachée à son dos avec ce qui ressemblait à des lambeaux de vêtements, une fillette de 8 ans inconsciente, les cheveux blonds emmêlés, collés de sang et de terre. « Bon Dieu !» souffla le lieutenant Harris en se précipitant, alors que le chien, malgré son épuisement évident, laissait échapper un grondement protecteur. « C'est la petite d'Isaac Bennett », dit Malcolm d'une voix rauque. Il reconnaissait immédiatement l'enfant disparu depuis 72 heures. « Et ça, c'est leur chien, Ranger. » Les ambulanciers, appelés en urgence, s'approchèrent avec précaution. Tandis qu'ils détachaient doucement les bandes de tissu autour d'Emma, les yeux du chien ne quittaient jamais son visage. Même 3 fléchettes tranquillisantes n'avaient pas réussi à l'empêcher de rentrer chez lui. Lorsqu'un agent fédéral du nom de Grace Holloway entra dans le commissariat quelques minutes plus tard, le berger allemand trouva malgré tout la force de se relever. Il boitait, son flanc ruisselant de sang, mais son regard brillait d'une intelligence désespérée. Il se retourna vers la porte et la fixa, comme pour leur dire quelque chose. « Il essaye de nous guider quelque part », murmura Grace, troublée par l'expression presque humaine dans les yeux de l'animal. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire, en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Ranger n'avait jamais été un chien ordinaire. Ce berger allemand de 5 ans portait sur son corps les cicatrices de son passé, une entaille rugueuse sur le flanc gauche, une oreille ébréchée et cette légère claudication qui s'aggravait les jours d'humidité. Mais c'étaient ses yeux ambrés qui racontaient la vraie histoire. Une intelligence chargée de souvenirs, de pertes, de promesses non tenues. Emma Bennett, elle, avait toujours su voir au-delà. À 8 ans, avec ses taches de rousseur parsemant son nez comme des étoiles, elle portait le même regard hanté. Celui d'un enfant qui avait vu trop de choses, trop jeune. Elle avait à peine 3 ans quand sa mère, Anna, avait été assassinée dans leur maison. Le crime n'avait jamais été élucidé. Une affaire irrésolue, suspendue comme un brouillard sur la ville de Millstone. Le père d'Emma, Isaac, un ancien soldat décoré, n'avait jamais vraiment survécu à la scène qu'il avait découverte ce jour-là. La guerre lui avait pris son unité, mais la perte d'Anna lui avait brisé l'âme. Il avait échangé la discipline militaire contre des bouteilles de Bourbon. Sa silhouette, autrefois imposante, s'était voûtée sous le poids invisible du chagrin. Il n'avait jamais vraiment voulu de Ranger à la maison. Il n'acceptait sa présence que parce qu'Emma l'avait rencontré au refuge 3 ans auparavant et qu'elle avait instantanément noué un lien avec lui. Isaac ne lui avait jamais dit la vérité. Ranger avait appartenu à Anna. Ce chien avait été formé avec elle. Il avait été là le soir de sa mort et c'est Isaac lui-même qui l'avait jeté au refuge dans un moment de rage quelques jours après le drame. L'agent Grace Holloway n'était pas venue par hasard. À 40 ans, elle avait bâti sa carrière sur la traque des enfants disparus. Un feu intérieur l'animait depuis l'enfance, depuis la disparition de sa propre sœur. Elle voyait les indices que d'autres ignoraient, et quand les voisins avaient mentionné que Ranger semblait agité les jours précédant la disparition d'Emma, elle avait écouté. Contrairement aux autres, il disait que ce n'était qu'un chien nerveux. Elle savait qu'il savait. Et puis il y avait Victor Langston, l'homme que tout Millstone admirait, héritier d'un empire forestier. Fondateur du centre communautaire pour la jeunesse, toujours à la tête des campagnes de recherche quand un enfant se perdait. Sa réputation était sans faille. Ou presque, car ceux qui observaient attentivement voyaient bien la façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps sur certaines photos, notamment celle de Anna Bennett lors des cérémonies commémoratives. Et cela Grace ne l'avait pas oublié. Peu après la mort d'Anna, une vétérinaire du nom de Dr Margaret Keane avait ouvert une clinique flambant neuve en périphérie de la ville. Beaucoup s'étaient demandé pourquoi une installation aussi sophistiquée s'implantait ici. Elle avait rapidement montré un intérêt particulier pour Ranger, offrant des soins gratuits, des visites à domicile, un traitement que personne d'autre ne recevait. Le shérif Malcolm Cooper, lui, pensait tout savoir de Millstone. Il y était né, y avait grandi, y avait enterré sa femme et élevé ses enfants. Mais la disparition d'Emma allait lui faire comprendre qu'il ignorait tout de ce qui se tramait sous la surface. Ce mardi-là, Isaac Bennett avait déposé Emma à l'école élémentaire de Millstone. Il lui avait donné un baiser distrait sur le front
les pensées déjà accaparées par un chantier de rénovation à l'autre bout de la ville. Emma avait remonté la bretelle de son sac à dos avec la résignation silencieuse d'un enfant habitué à être une pensée secondaire. Avant de partir, elle s'était retournée vers le pick-up et avait adressé un sourire à Ranger, assis dans la benne, comme tous les matins. « À tout à l'heure, Ranger, 3 heures, pas une minute de plus. » C'était pour lui, le seul moment sincèrement joyeux de sa journée. Ranger avait agité la queue contre le métal du véhicule, ses yeux suivant Emma jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes vitrées de l'école. À 15h30, Isaac avait su, le genre de savoir qui serre la gorge et plombe la poitrine. La cour était vide, les enseignants déjà dans leur voiture, Emma n'était nulle part. Ranger, qui somnolait à l'arrière du pick-up, s'était redressé d'un coup, les oreilles adressées, un grondement sourd dans sa gorge. « Elle est sûrement chez une copine », avait murmuré Isaac, plus pour lui que pour le chien. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas vrai. Emma n'avait pas d'amis. Depuis la mort de sa mère, elle s'était repliée sur elle-même. Il ne restait plus que Ranger. Il s'était approché de Madame Wexler, la maîtresse d'Emma, qui entrait dans sa voiture. « Vous savez où est ma fille ?» demanda-t-il, la voix tremblante sous une couche de panique à peine contenue. Madame Wexler fronça les sourcils. Elle a été récupérée plus tôt aujourd'hui. Une femme était passée à l'accueil. Elle a parlé d'une urgence familiale. C'était pas vous ? Le sol semblait se dérober sous les pieds d'Isaac. Il n'y avait que lui qui devait venir chercher Emma. Personne d'autre ? 25 minutes plus tard, le shérif Cooper lançait la première battue. À la nuit tombée, le FBI était appelé. Grace Holloway arrivait depuis le bureau régional à Raleigh avant minuit. Et pendant ce temps, Ranger devenait incontrôlable. Ranger tirait sur sa laisse comme un chien possédé, grognant dès qu'on tentait de le retenir. Il tournait en rond, les muscles tendus, les yeux fixés vers la lisière des bois derrière l'école. « Ce chien doit être maîtrisé », avait grogné le shérif Cooper en observant la scène les bras croisés. « Il gêne les équipes de recherche. » Isaac avait arraché la laisse avec une brusquerie qui surprit même le chien. « Calme-toi », avait-il craché à Ranger comme s'il pouvait se convaincre lui-même. Puis, à l'intention de Cooper, il agit comme ça depuis ce matin. Il sent quelque chose. L'agent Grace Holloway, en retrait, observait la scène attentivement. Des gémissements, des déplacements constants, il tournait en rond. Isaac acquiesça. Depuis hier soir, il fixait la porte, grognait sans raison. J'aurais dû comprendre. Elle hocha la tête. Les chiens détectent bien plus que nous. Des vibrations, des odeurs, des intentions. Il essaye probablement de nous dire où elle est. Cooper avait levé les yeux au ciel. On a une vraie unité cynophile en route, pas besoin d'un chien de refuge instable. Et ainsi, Ranger avait été ramené de force à la maison, enchaîné dans la buanderie, isolé alors que son monde s'effondrait. Les hurlements du chien avaient traversé la rue entière, perçant l'épaisseur moite d'une nuit d'été. Les voisins avaient fermé leurs fenêtres, les rideaux tirés. Même ceux qui se disaient inquiets de la disparition d'Emma ne voulaient pas entendre cette détresse animale, brute, inconsolable. Vers minuit, Isaac était rentré brièvement chez lui pour se changer. La boue, la fatigue et surtout l'angoisse lui collaient à la peau. Il ouvrit la porte de la buanderie et avant même qu'il ait pu dire un mot, Ranger s'était élancé. Il n'avait pas fui. Il avait foncé droit vers le bureau d'Anna, cette pièce qu'Isaac avait gardée fermée depuis 5 ans. Le chien se mit à gratter frénétiquement à la porte, à gémir, à hurler. Isaac, excédé, l'attrapa par le collier. « Qu'est-ce que t'as ?» Dans la lutte, son coude heurta la table d'appoint. La bouteille de bourbon s'écrasa au sol. L'odeur de l'alcool envahit la pièce. Ranger recula, les yeux toujours fixés sur Isaac. Et dans ce regard, il se vit, sale, titubant, fuyant la réalité. Il se souvint soudain. Ce n'était pas Ranger qui avait abandonné Anna. C'était lui. 5 ans plus tôt, il avait ouvert la porte sur un cauchemar. Sa femme inerte sur le carrelage, baignant dans une mare de sang. Ranger, blessé, restait allongé à ses côtés, la poussant doucement du museau comme pour la réveiller. L'assaillant s'était déjà enfui. Mais Isaac, enragé, avait rejeté toute la faute sur le chien. « T'étais censé la protéger ?» avait-il hurlé ce soir-là. Puis il l'avait conduit au refuge, comme on enterre une preuve, comme on efface une douleur. Le téléphone vibra, c'était l'agent Holloway. « On a retrouvé le sac à dos d'Emma », dit-elle sans détour. « Près du ruisseau, à Willow Creek. Il y a des signes de lutte. » Le monde se referma autour d'Isaac. Il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. « J'arrive !» balbutia-t-il. Il se retourna, Ranger avait disparu. La porte d'entrée était restée entr'ouverte dans la précipitation. Il n'avait pas attendu. Il s'était mis en route.
Le lendemain matin, Dr Margaret Keane arriva au domicile des Bennett, répondant à un appel d'Isaac paniqué. « Il a fugué », dit-il à bout de souffle. « Il est sûrement parti à sa recherche. » La vétérinaire, toujours impeccable, hocha doucement la tête. Les bergers allemands sont d'une loyauté extrême. Quand un lien fort s'établit, surtout avec un enfant, il traverserait un désert pour la retrouver. C'est tout ce qui lui reste de sa mère, ajouta Isaac, en se frottant le visage. C'est Anna qui l'avait formée, tu sais ? Il s'interrompit, incapable d'aller plus loin. Margaret posa une main légère sur son bras. Je sais, Anna a été l'une de mes premières clientes en arrivant à Millstone. Elle était fière de l'éducation qu'elle donnait à Ranger. Isaac releva les yeux méfiant. Tu la connaissais bien ? Pas personnellement, répondit-elle un peu trop vite. Juste professionnellement, elle l'avait amenée pour ses vaccins peu avant ce qui s'est passé. Quelque chose dans sa voix le mit mal à l'aise. Mais le shérif Cooper arriva, coupant court à la conversation. Victor Langston a monté une nouvelle équipe de recherche au centre communautaire. Il a déjà fait venir un pisteur, le meilleur du comté. Isaac fronça les sourcils. Emma n'a jamais pu le voir. Elle disait qu'il la regardait bizarrement au centre pour les jeunes. Le visage du shérif se durcit. Langston a fait plus pour cette ville que n'importe qui. C'est grâce à lui qu'on a retrouvé les jumelles Spencer l'an dernier. Isaac répondit du bout des lèvres. Après 3 jours, alors qu'elles étaient presque mortes d'hypothermie, Cooper se planta face à lui. « Tu veux retrouver ta fille ou passer ton temps à remettre en question ceux qui t'aident ?» Les 48 heures suivantes furent un chaos de battues, d'entretiens avec les familles, de pistes sans suite. Toute la ville semblait se mobiliser et pourtant, Isaac sentait le regard des autres changer, des murmures, des jugements. Il entendit Madame Prescott, la secrétaire du centre, dire à un volontaire « Ce chien a toujours été étrange, un peu trop intense, pas adapté à un enfant. » Et l'autre avait répondu « J'ai entendu dire qu'Isaac le battait. Ce serait pas étonnant qu'il ait fini par péter les plombs. » Ces mots le transpercèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il n'avait jamais levé la main sur Ranger, mais il l'avait trahi, abandonné, rejeté. Il le savait. Et aujourd'hui, ce chien était peut-être la seule créature à vraiment se battre pour sa fille. Le 3e jour, alors que les espoirs commençaient à s'amenuiser, Isaac se retrouva face à Victor Langston au poste de commandement installé dans le gymnase municipal. L'homme, impeccable dans sa chemise boutonnée et son gilet de laine, afficha ce sourire contrôlé qu'Isaac avait toujours trouvé un peu trop poli. « On fait tout ce qu'on peut, Isaac, » dit-il en posant une main sur son épaule, un geste un peu trop long, un peu trop familier. Emma est une petite fille bien spéciale. Isaac recula légèrement, son regard dur. « Comment tu peux dire ça ? Tu ne la connais même pas. » Une étincelle étrange passa dans les yeux de Langston. « Je connais tous les enfants qui passent par mes programmes, et j'étais proche de Hannah. Elle aurait voulu que je t'aide. » Avant qu'Isaac n'ait pu répliquer, son téléphone sonna. C'était la clinique vétérinaire. « Monsieur Bennett, c'est urgent. Vous devez venir immédiatement. C'est au sujet de Ranger. » Il en perdit presque l'équilibre. « Vous l'avez retrouvé ?» Il s'attendait à un non, à un « on a une piste ». Mais la voix à l'autre bout répondit « Oui, monsieur, il est ici. Et il est couvert de sang. » Ranger n'était pas revenu chez lui par hasard. Le chien avait quitté la maison avec un seul objectif, retrouver Emma. Son passé d'ancien chien militaire, dressé avec rigueur dans un programme de réinsertion pour vétérans, s'était réactivé au moment précis où il avait capté l'odeur d'Emma près de l'école. Tandis que les humains quadrillaient la forêt en rang méthodique, lui suivait une piste invisible, un fil d'Ariane olfactif mêlant peur, sueur et l'écho d'un cri. La première nuit, il avait traversé les collines boisées de Willow Creek, les coussinets à vif sur les rochers, avançant sans relâche. Il ne s'arrêtait que pour boire dans les ruisseaux, chaque pause pesant sur son endurance déjà entamée par ses blessures. Plus il avançait, plus les odeurs devenaient inquiétantes d'un parfum masculin bon marché, fumée de cigarettes, effluves chimiques qui brûlaient son museau. Mais au fond de tout ça, Emma, son odeur marquée par la peur. Le 2e soir, il atteignit une zone escarpée que les locaux appelaient Devil's Hollow, une bande de forêt isolée connue pour ses cavernes calcaires et ses restes de mines abandonnées. L'odeur d'Emma y était plus forte que jamais. Et d'autres effluves l'accompagnaient, des voix, des armes, des chaussures sales, du métal. Il ralentit, tous ses sens en alerte. À la tombée du jour, Ranger repéra un bunker camouflé sous des trompés morts et de la végétation. 2 hommes armés en surveillaient l'entrée, parlant à voix basse, l'un d'eux fumant une cigarette.
Langston veut qu'on la déplace ce soir, dit l'un. Il dit que la police se rapproche. Qu'elle plaît, répondit l'autre. Elle n'a pas cessé de pleurer hier. Le sang de Ranger se glaça. Il s'éloigna en cercle, à contre-vent, repérant un second accès. Une grille de ventilation dissimulée derrière une pierre. L'ouverture était étroite, mais il força son corps à s'y glisser, ignorant les douleurs lancinantes, les anciennes plaies rouvertes. À l'intérieur, l'air était vicié, les couloirs étroits, éclairés par des ampoules nues. Il progressa, la truffe plaquée au sol, jusqu'à une lourde porte métallique. Derrière, il entendit des sanglots étouffés, des sanglots qu'il connaissait par cœur. Emma, il se coucha contre le sol, collant son museau contre l'interstice. « Ranger ?» Sa voix était rauque, éteinte. « C'est toi ?» Il gémit doucement. Elle se précipita contre la porte. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-elle, ses doigts glissant à travers la fente pour toucher sa truffe. « Ils vont me déplacer ce soir. Il y a un homme. Il sent comme celui qui a fait du mal à maman. » Le corps entier de Ranger se tendit. Ce parfum, cette odeur qui hantait ses souvenirs depuis 5 ans. Il était là, le même homme, l'assassin d'Anna. Il était ici avec Emma. Elle chuchota « Il y a une fenêtre, mais je suis trop petite pour l'atteindre. » Ranger recula à contre-cœur, repérant un recoin sombre où se dissimuler. La porte s'ouvrit. Un homme entra avec un plateau. « Allez, petite princesse, mange un peu. Tu vas faire un long voyage. » Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui arrivait. Une masse fauve surgit de l'ombre, bondissant sur lui. Ranger planta ses crocs dans son bras, faisant tomber le plateau dans un fracas métallique. L'homme hurla, tentant d'atteindre son arme. Mais Ranger était plus rapide. Il le déséquilibra, le plaqua au sol. Emma bondit hors de la pièce, courant vers une issue de secours. Ranger, la voyant fuir, se détacha du garde en gémissant pour qu'elle avance. Elle l'entraîna vers une petite pièce avec une fenêtre en hauteur. Ranger s'y posta instinctivement, stable comme une statue. « Tu veux que je grimpe sur toi ?» souffla-t-elle. Il resta parfaitement immobile. Elle monta, s'agrippa au rebord, poussa la vitre. Trop petite pour le chien, mais suffisante pour elle. « Viens, Ranger !» chuchota-t-elle de l'autre côté. Il aboya une fois, doucement. Des bruits de bottes résonnaient dans les couloirs. Il ne sortirait pas. Pas cette fois. « Tu ne peux pas passer, hein ?» Elle le comprit d'un coup. « Je ne te laisserai pas. » Mais Ranger aboya de nouveau, insistant. Emma disparut à travers la fenêtre, les larmes aux yeux. Ranger se tourna vers le couloir. Il n'était pas là pour fuir. Il était là pour gagner du temps. Emma courait à travers les bois, comme si la forêt elle-même la poussait en avant, les branches griffant ses bras, la terre humide glissant sous ses chaussures ne trop petites. Son cœur battait à tout rompre, mais elle n'osait pas s'arrêter. Derrière elle, elle n'entendait plus rien, ni les pas précipités, ni les cris. Pas même Ranger, chaque fois qu'elle jetait un regard en arrière, son ventre se nouait davantage. « Ne t'arrête pas, ne te retourne pas !» répétait-elle en boucle dans sa tête. Ranger l'avait sauvée. À elle, maintenant, de le sauver. Elle déboucha sur une route déserte, hurlant à s'en briser la gorge, les bras agités dans tous les sens. Un pick-up s'immobilisa brusquement sur le bas-côté. C'était un couple de fermiers de retour du marché. L'homme descendit en courant. « Mon Dieu, gamine, tu es blessée ?» Emma n'arrivait plus à parler. Elle se contenta de pleurer, secouant la tête, agrippant la veste de l'homme avec la dernière once d'énergie qui lui restait. Ils la hissèrent à l'arrière du véhicule, appelèrent les secours et foncèrent en direction du commissariat. Pendant ce temps, dans le bunker, Ranger luttait pour sa survie. Les hommes s'étaient rués dans les couloirs, surpris par l'évasion d'Emma. Le chien se tenait au milieu du passage ensanglanté, une patte avant repliée contre lui, mais les crocs encore prêts. L'un des hommes leva son arme. « C'est qu'un chien tire !» cria un autre. Mais le premier hésita. Ranger ne bougeait pas. Il grognait, les yeux rivés sur eux, mais ne fuyait pas. Puis un cri dans l'oreillette les interrompit. « Elle est dehors! Elle s'est échappée !» L'instant de panique fut suffisant. Ranger bondit sur le plus proche, lui mordit l'arrière du genou, le faisant hurler de douleur. Les autres ripostèrent. Des coups de feu éclatèrent dans le couloir. Ranger sentit la brûlure le traverser à l'épaule, mais il continua. Il sauta sur un deuxième homme, le désarma. Sa mâchoire claqua dans le vide, puis s'abattit sur le poignet de son adversaire. Un cri déchira l'air, suivi d'un coup brutal sur le flanc. Ranger s'effondra, haletant, incapable de se relever. Mais ce fut suffisant, ils étaient là désorganisés. L'un des hommes, terrifié, s'écria « On dégage, on efface tout !» Dans la précipitation, ils ramassèrent le strict minimum, vidèrent les ordinateurs et brûlèrent les dossiers.
Le bunker fut abandonné en quelques minutes, leurs traces effacées comme un mirage. À quelques kilomètres de là, le shérif Cooper et l'agent Holloway accueillaient Emma dans le hall du commissariat. Elle fut transportée en urgence à l'hôpital, mais ses blessures étaient superficielles. Ce n'était pas à ce qui inquiétait Grace. C'était son regard, ce vide, comme si une partie d'elle s'était éteinte dans les bois. Emma parlait peu, mais quand Grace s'assit à côté d'elle, elle posa une main tremblante sur la sienne et murmura « C'est le même homme que celui qui a tué maman, je le sais. » Ce témoignage changea tout. Pendant qu'Emma était soignée, Isaac arriva en trombe au poste de police. Quand il vit sa fille, il s'effondra, incapable de contenir ses larmes. Elle le serra fort. « Ces rangeurs, il m'a tout donné, papa. Il m'a porté, m'a protégé, il s'est battu, mais je crois qu'ils l'ont. » Elle ne put finir sa phrase. Isaac se leva brusquement. « Où est-il » Grace l'arrêta. « Il est en vie. Un garde blessé a été retrouvé à quelques kilomètres. Il a avoué, il a dit qu'un chien l'avait mis à terre, qu'il avait permis à l'enfant de fuir. Ranger est venu ici, il t'a ramené. » Elle montra la veste d'Emma. Elle était attachée à son harnais. « Il a traversé les bois avec toi inconsciente. » Le shérif Cooper, jusqu'ici silencieux, murmura « On a envoyé des unités sur place, mais le bunker était vide. Ils ont tout brûlé. » Isaac tourna lentement la tête vers lui. « Alors c'est fini ? Ils vont s'en sortir ?» Cooper tenta une justification maladroite, mais Isaac ne l'écoutait plus. Il sortit sans un mot, déterminé. Pendant ce temps, au refuge de Willow Creek, un employé ouvrait tôt ce matin-là, alerté par des aboiements. Devant l'entrée, allongé en cercle, le flanc ruisselant de sang séché, Ranger veillait. Il n'avait plus de force, mais il était rentré. Il avait ramené Emma, sa mission était terminée. Il s'effondra juste après avoir vu la silhouette d'une bénévole sortir en courant, les larmes aux yeux. À l'hôpital vétérinaire, Ranger fut immédiatement placé sous soins intensifs. Dr. Keane arriva la première. Elle poussa un long soupir en voyant son état. Il a perdu beaucoup de sang, mais il respire encore. Isaac, qui n'avait jamais cru au miracle, tomba à genoux à côté de la table d'opération. Il posa sa main sur la tête du chien. « Je suis désolé, je t'ai abandonné. Tu as sauvé ce que j'ai de plus précieux. » Grace Holloway entra dans la pièce, tenant une clé USB dans sa main. On a récupéré ça. Un double que les hommes de Langston ont oublié dans leur fuite. Vidéosurveillance, dossier, des noms et des paiements. Elle le fixa droit dans les yeux. Il va tomber, Isaac, et il tombera grâce à Ranger. Les preuves contenues sur la clé USB étaient accablantes. Grace les avait analysées toute la nuit, les paupières brûlantes, le cœur au bord des lèvres. Vidéos de surveillance interne, courriels cryptés, relevés de comptes offshore, mais surtout une séquence courte mais explicite. Victor Langston dans un entrepôt mal éclairé, donnant des ordres à deux hommes déjà identifiés comme membres du réseau de trafic. Le transfert doit se faire avant l'aube, l'enfant est une priorité, si elle parle, on est tous morts. Il n'y avait plus de doute possible. Quand elle montra la vidéo à Isaac, son visage changea. Quelque chose de froid, de tranchant, naquit dans son regard. Il se redressa, se lava le visage, enfila sa vieille veste d'intervention qu'il n'avait pas portée depuis des années. « On va l'arrêter ?» demanda-t-il. Grace hocha la tête. « Ce matin, avec une unité du bureau fédéral. On ne peut pas se permettre une erreur. » Pendant ce temps, à la clinique vétérinaire, Ranger luttait toujours pour survivre. Il était sous perfusion, intubé, son corps marqué par les impacts et les morsures. Pourtant, même inconscient, sa respiration restait stable. Dr. Keane n'avait jamais vu un chien résister ainsi. « C'est comme s'il se forçait à rester avec elle », murmura-t-elle à l'intention d'Isaac. Il passait ses nuits à ses côtés, lisant à voix haute des extraits du journal d'Anna, comme pour relier les deux âmes les plus importantes de sa vie. Emma, de son côté, refusait de quitter l'hôpital tant qu'elle ne pourrait pas revoir Ranger. Le personnel accepta, à la condition qu'elle reste sous surveillance. Le jour où elle entra enfin dans la salle, soutenue par Grace, elle avança à petits pas jusqu'à la table d'opération. Elle posa sa main sur la tête du chien et murmura « C'est fini, tu m'as sauvé. Maintenant, c'est à nous de te sauver. » Le lendemain matin, Victor Langston fut interpellé dans son bureau, au centre communautaire. Il ne chercha même pas à fuir. Il sourit au moment où les agents lui passaient les menottes. « Vous savez combien de gens j'ai aidés ?» lança-t-il d'un ton calme. Grace lui répondit sans trembler « Vous avez trahi chaque enfant que vous prétendiez protéger. » Sur son bureau, les photos d'enfants disparus ornaient encore les murs. Une mascarade que toute la ville avait crue.
Le procès s'annonçait complexe, mais les preuves étaient béton. Isaac, à la surprise générale, demanda à témoigner. Il expliqua tout. La mort d'Anna, le rejet de Rangeur, les erreurs qu'il avait commises. Il raconta comment ce chien avait fait ce qu'aucun homme n'avait osé faire. Il était allé au bout de l'enfer pour sauver une enfant. Dans la salle d'audience, Emma, assise à côté de Grace, écoutait sans ciller. Rangeur, lui, continuait sa lente remontée vers la vie. Chaque jour, il reprenait un peu de force. Un jour, il ouvrit les yeux. Le lendemain, il remua la queue quand il vit Emma. Et puis, une semaine après, il parvint à se lever sur ses pattes avant. L'hôpital vétérinaire, le personnel et même certains journalistes qui avaient couvert l'affaire commencèrent à l'appeler le miracle de Millstone. Mais pour Isaac et Emma, ce n'était pas un miracle. C'était une rédemption, un lien indestructible né dans le sang, la peur et l'amour. Isaac fit une promesse à voix haute devant Grace, Margaret et le reste de l'équipe soignante. « Plus jamais je ne t'abandonnerai, toi, t'es un membre de cette famille. » Et il tint parole. Rangeur revint vivre à la maison, cette fois avec un coussin rien qu'à lui, des jouets éparpillés dans toutes les pièces, et surtout la reconnaissance infinie d'un homme qui avait enfin compris ce que signifiait protéger. Le procès de Victor Langston fit la une de tous les journaux régionaux, et pas seulement pour les chefs d'accusation, mais pour les révélations. D'anciens employés de son centre témoignèrent. Certains expliquèrent qu'ils avaient eu des soupçons, mais que chaque tentative d'alerte avait été étouffée. Un professeur raconta comment une adolescente disparue, il y a 3 ans, avait mentionné un donateur qui lui faisait peur. Tous les chemins menaient à Langston. Mais c'est la vidéo retrouvée sur la clé USB qui acheva de le faire tomber. Cette séquence d'à peine 32 secondes, où il parlait de transfert et de silence, fut diffusée lors de la 2e audience. Il n'y eut plus un mot dans la salle. Même ses avocats baissèrent les yeux. Ce fut Emma qui fournit le témoignage le plus bouleversant. Sous escorte médicale, elle s'assit dans le box, les pieds ne touchant même pas le sol, mais la voix posée. « J'ai reconnu son parfum, celui de l'homme qui me rendait visite la nuit dans la maison de ma mère. Je faisais semblant de dormir, ma maman lui disait de partir. Une fois, elle a crié, je crois qu'il s'est fâché. Après, maman n'était plus pareille, elle avait peur, et elle m'a dit un jour que si quelque chose lui arrivait, je devais faire confiance à Rangeur. » Un murmure parcourut la salle. Isaac ferma les yeux. C'était donc ça, la clé. Anna avait tout compris, et elle avait laissé un héritage à travers ce chien. À la sortie du tribunal, le journaliste local interviewa brièvement Isaac. Il n'était pas à l'aise devant les caméras. Il avait encore ce regard fuyant, comme s'il portait le poids de ses fautes. Mais il prononça une phrase qui fut reprise partout. « Ma femme a été assassinée, ma fille a été enlevée, et c'est un chien que j'avais abandonné qui nous a rendu notre dignité. » Pendant ce temps, Emma retournait peu à peu à une vie normale. Elle refusa d'aller dans une autre école. Elle voulait finir l'année chez elle avec Rangeur à ses côtés. L'éducation nationale accepta un programme aménagé. Chaque matin, elle lisait à haute voix dans le salon, tandis que Rangeur, allongé sur son tapis, l'écoutait comme s'il comprenait chaque mot. Isaac, dans la cuisine, n'en perdait pas une miette. Un jour, elle demanda « Est-ce que maman aurait été fière de moi ?» Isaac s'agenouilla, les yeux embués. « Elle aurait été bouleversée par ton courage, et elle aurait pleuré de joie en te voyant ici, avec Rangeur. » Emma sourit doucement. « Alors je veux faire comme elle. Plus tard, je veux aider les gens. Peut-être même devenir journaliste. » Isaac hocha la tête, incapable de répondre. Elle lui rappelait tant Anna, pas seulement dans les traits, mais dans cette lumière intérieure, ce feu qu'aucune épreuve n'avait su éteindre. Au fil des semaines, Rangeur retrouva son énergie. Il reprit ses promenades, ses courses dans le jardin, ses aboiements joyeux dès que la sonnette retentissait. Mais surtout, il développa un nouveau rituel. Chaque soir, vers 19h, il se dirigeait vers le bureau d'Anna, là où rien n'avait changé depuis 5 ans. Il poussait doucement la porte avec sa truffe, entrait, s'asseyait et restait là, silencieux, comme s'il lui rendait compte de la journée. Un soir, Isaac décida de l'accompagner. Il s'assit sur le fauteuil en face du bureau. La lumière du crépuscule baignait la pièce. Il regarda autour de lui. Le carnet d'Anna était toujours là, sa tasse de thé encore posée sur l'étagère. Il tendit la main, caressa doucement la tête de Rangeur. Elle aurait voulu qu'on continue à vivre, à aimer. Rangeur tourna les yeux vers lui. Et pour la première fois, Isaac y eut autre chose qu'un simple regard canin. Il y vit de la mémoire, de la loyauté et une paix profonde. Ce fut à ce moment-là qu'il prit une décision. Ce soir-là, dans le silence du bureau d'Anna,
Isaac prit la décision qui allait changer le cours de leur existence. Il ne voulait pas que tout cela soit vain. Il ne voulait pas que le sacrifice de sa femme, le courage de sa fille ou la loyauté indéfectible de Ranger se perdent dans l'oubli une fois les projecteurs éteints. Le lendemain matin, il appela Grace. « J'ai besoin de ton aide. Je veux créer un lieu, un endroit pour les enfants comme Emma, pour ceux qu'on n'a pas entendus à temps, pour ceux qu'on a retrouvés et pour ceux qu'on cherche encore. » Grace, silencieuse un instant, finit par répondre simplement « Je suis avec toi ». En quelques semaines, ils montèrent un projet, la fondation Anna et Ranger. Situé dans les anciens locaux d'une bibliothèque abandonnée, le centre avait une mission simple mais puissante. Accompagner les enfants victimes de traumatismes et former des chiens à leur apporter réconfort, soutien et protection. L'histoire de Ranger attira l'attention d'associations, de vétérinaires et même d'anciens dresseurs militaires. Chacun voulait apporter sa pierre. Emma participa à chaque étape. Elle dessine le logo, un chien assis à côté d'une fillette, regardant l'horizon. Elle proposa que chaque enfant ait une pièce à lui, avec des livres, des jouets et surtout une présence canine. Parce qu'un chien, ça juge pas quand tu trembles la nuit, expliqua-t-elle un jour devant les caméras d'une chaîne locale. Le reportage fit le tour du pays. Les dons affluèrent, mais ce n'était pas la notoriété qu'ils cherchaient, c'était la réparation. Un matin, alors qu'Emma s'occupait d'un jeune labrador blessé récupéré d'un élevage illégal, elle vit arriver une femme en uniforme militaire. Elle portait une casquette sobre et tenait une laisse. De l'autre côté, un vieux malinois grisonnant avançait lentement, l'œil vigilant. « Je suis capitaine Lena Dawson », dit-elle en se présentant. Ce chien s'appelait Shadow. Il a servi en Afghanistan. Il a été blessé, puis abandonné. Je voulais lui offrir une fin de vie digne. Mais en vous regardant, je pense qu'il peut encore aider. Emma s'agenouilla doucement, tendant la main. Shadow la renifla prudemment, puis lécha ses doigts. Ranger, depuis le fond du couloir, observait la scène sans réagir. Puis lentement, il s'approcha. Les deux chiens se reniflèrent, se jaugèrent, puis s'assirent côte à côte, comme s'ils se comprenaient instantanément. À partir de ce jour-là, le centre eut deux vétérans en chef, Ranger et Shadow, les gardiens silencieux de ceux que la vie avait trop souvent maltraités. De son côté, Isaac reprenait goût à la vie. Il redécouvrait sa fille, ses sourires, sa façon de réciter des poèmes dans le jardin, de chanter doucement pour calmer les nouveaux arrivants. Il redécouvrait aussi l'importance d'écouter. Chaque enfant qui franchissait le seuil du centre avait une histoire. Parfois, il ne s'agissait que de regards fuyants. Parfois, c'était des silences qui criaient plus fort que n'importe quelle phrase. Isaac ne jugeait plus. Il accueillait et il apprenait. Un soir, alors qu'il fermait le centre, il trouva Ranger couché devant la porte. Le vieux chien avait pris l'habitude d'attendre qu'Emma soit couchée avant de rentrer. Isaac s'assit à côté de lui. « Tu sais, mon vieux, j'étais un homme brisé. Et toi, tu m'as ramené à la vie. » Ranger tourna les yeux vers lui, puis posa sa tête sur son genou. Il resta ainsi, immobile, un chien fatigué, un homme en paix. Mais tout n'était pas terminé, car un jour, au courrier, arriva une lettre, une enveloppe sans expéditeur contenant une seule page. Dessus, une phrase écrite à la main au stylo noir. « Vous pensez avoir gagné, mais l'ombre ne disparaît jamais complètement. » TB. Isaac sentit le froid remonter le long de sa nuque. Il porta la lettre à Grace, qui la fit analyser. Pas de traces ADN. Pas d'empreinte, mais les initiales étaient claires. TB, Thomas Blackwood, l'ancien adjoint du procureur, suspecté d'avoir aidé Langston à faire disparaître certains dossiers. Il avait disparu juste après l'arrestation, et maintenant, il refaisait surface. Le message avait été bref, mais son effet fut immédiat. Une simple phrase, une menace voilée, et tout l'équilibre qu'Isaac, Emma et Ranger avaient reconstruit semblait vaciller. Thomas Blackwood, il n'avait jamais été arrêté. Lors des perquisitions autour du centre communautaire de Langston, il avait pris la fuite, laissant derrière lui un appartement vidé à la hâte, des disques durs brûlés et une carte d'identité partiellement détruite. La police avait émis un mandat d'arrêt fédéral. Mais pendant des mois, aucun signe. Jusqu'à aujourd'hui, Grace, en découvrant le mot, n'hésita pas. Elle le transmit aux services fédéraux, relança l'enquête et fit augmenter la sécurité autour du centre. « On ne peut pas laisser Emma revivre ce cauchemar », dit-elle à Isaac, mais lui ne semblait pas effrayé. Il était devenu calme, méthodique. « Il ne touchera pas un cheveu de ma fille. Pas cette fois. » Ce soir-là, pendant qu'Emma jouait dans le jardin avec deux enfants récemment arrivés, Isaac s'isolait dans le garage. Il en sortit une vieille mallette, verrouillée depuis des années,
À l'intérieur, son badge de réserviste, un carnet de contact militaire et une photo d'un homme souriant en uniforme, le bras autour d'Anna. Au dos, une inscription « Pour les jours où tu perds confiance. Jake. Jake Summers, un ancien frère d'armes. » Il n'avait plus eu de nouvelles depuis l'accident, mais peut-être que Jake savait où chercher. Le lendemain, Isaac prit la route seul. Il confia Emma à Grace, promit de revenir vite, et conduisit jusqu'au Kansas. Une vieille cabane au fond des bois, camouflée par les feuillages denses. Jake l'attendait, comme si rien n'avait changé. Ils s'étreignirent, sans un mot. « Tu veux parler de Blackwood, pas vrai ?» demanda Jake après un long silence. Isaac hocha la tête. Jake attrapa une bière, l'ouvrit et la posa sur la table. Ce type avait des relations partout, même dans nos rangs. Quand Langston est tombé, j'ai su que tôt ou tard, le reste de la vermine remonterait à la surface. Isaac lui montra la lettre. Jake la lut, puis la froissa sans ménagement. « Tu veux le retrouver ? Alors va falloir qu'on fouille dans le marécage, les vieilles planques, les plans B qu'ils avaient avant de se croire intouchables. » Pendant ce temps, au centre, Grace redoublait de vigilance. Les portes furent équipées de nouvelles caméras. Des vigiles prirent leur poste la nuit. Emma ne comprenait pas tout, mais elle sentait l'angoisse revenir, cette tension dans la voix de Grace, cette façon qu'avait Ranger de grogner à chaque bruit inhabituel. Et puis un soir, elle le vit. Un homme, debout, au fond du terrain vague derrière les clôtures, en costume sombre, une casquette enfoncée jusqu'aux yeux. Il ne fit rien, ne bougea pas. Mais Emma resta paralysée, la respiration bloquée. Quand elle alerta Grace, l'homme avait disparu. Ranger, lui, reniflait l'herbe frénétiquement. Il tourna sur lui-même, s'arrêta net et leva les yeux vers la forêt. Il savait, l'ombre était revenue. À plus de 200 km de là, Isaac et Jake suivaient une piste. Un ancien hangar appartenant à une société écran utilisée par Langston dans les années 2010. Le bâtiment abandonné sentait le renfermé et la poussière. Mais dans une trappe dissimulée sous un faux plancher, ils trouvèrent un sac étanche contenant un téléphone satellitaire, une liste de noms et un plan griffonné à la main. En bas, 3 lettres, TB. Jake prit une photo et envoya tout à Grace. Ce type prépare quelque chose, et je crois qu'il veut frapper là où ça fait mal. Isaac blêmit. Il va s'en prendre au centre. À Emma, ils prirent la route sans attendre, roulant à travers la nuit. L'estomac noué, Isaac tentait d'imaginer tous les scénarios, tous les moyens d'arrêter ce monstre. Il ne le laisserait pas lui prendre ce qu'il avait réussi à reconstruire. Pas après tant de sacrifices. Au même moment, Emma était assise dans le bureau de Grace. Elle tenait Ranger contre elle, le museau du chien posé sur ses genoux. « Je sais que c'est lui », chuchota-t-elle. « Il était là quand maman pleurait, quand elle écrivait ses articles en cachette. Il la menaçait. Et maintenant, il veut recommencer. » Grace tenta de la rassurer. « On te protégera. Tu n'es pas seule. » Mais quelque chose dans la voix de la petite fille trahissait une certitude glaçante. Elle n'avait plus peur pour elle. Elle avait peur pour Ranger. Quand Isaac arriva au centre Anna and Ranger, il vit immédiatement que quelque chose avait changé. Les grilles étaient ouvertes. Une des caméras de surveillance pendait, arrachée, et sur le mur extérieur, une inscription au spray noir « Vous ne pourrez pas tous les sauver ». Isaac bondit hors de sa voiture et fonça à l'intérieur le cœur battant, la main déjà sur le revolver qu'il n'avait plus touché depuis des années. Il trouva Grace recroquevillée derrière le bureau, une entaille au front, Emma blottie sous un manteau, tremblante, et Ranger blessé à l'épaule mais vivant. « Ils sont venus pendant que je préparais les médicaments pour Shadow », souffla Grace. 2 hommes, visage masqué. Mais ce n'était pas un vol. Ils cherchaient quelque chose. Ils ont fouillé ton bureau, Isaac. Et ils ont prononcé son nom. Blackwood. Isaac serra les dents. Il prit Ranger dans ses bras, le porta jusqu'à la salle vétérinaire et laissa Dr. Keane l'examiner. Puis il s'enferma avec Grace. « C'est un message. Il me provoque. Il sait que je suis sur ses traces. » Jake arriva peu après, accompagné de 2 anciens Marines en civil. Tous 3 avaient la même expression, celle d'hommes qui ne comptaient plus sur la police pour régler les choses. Isaac exposa son plan. Faire croire à Blackwood qu'ils allaient quitter le centre. Laisser entendre qu'Emma serait transférée loin d'ici. Et surtout, qu'ils allaient tout abandonner. L'idée, c'était d'attirer Blackwood hors de l'ombre. Ce fut Emma pourtant qui changea tout. Ce soir-là, elle entra dans la pièce où tous discutaient stratégie. Elle n'avait que 10 ans, mais dans ses yeux brillait une lucidité troublante. « Je sais où il va frapper. Maman m'avait montré un carnet une fois. Elle disait qu'elle y notait les noms qu'elle ne devait jamais oublier. Des noms dangereux. C'est ce carnet qu'il cherche. Il croit qu'on l'a caché ici, au centre. » Isaac la fixa. « Et toi, tu sais où il est ?»
Elle hocha la tête. Il est avec Ranger. Il l'a toujours été. Tous se turent. Emma courut dans sa chambre, ouvrit le panier de Ranger et en sortit un vieux collier. Un collier qu'Anna avait mis au chien quand il n'était encore qu'un chiot. À l'intérieur, dissimulée dans la couture, se trouvait une minuscule clé USB. Quand ils la branchèrent, une série de fichiers s'ouvrit. Des noms, des enregistrements et surtout des liens directs entre Thomas Blackwood, Victor Langston et 3 autres hauts fonctionnaires de la ville. Anna avait tout découvert, c'était son arme, son filet de sécurité, le document qu'elle n'avait jamais osé publier. « Il veut la clé », souffla Jake, « et il est prêt à tout pour la récupérer. » Ce soir-là, ils mirent leur plan en place. Emma serait transférée sous escorte en apparence. Mais en réalité, ce serait une mise en scène, une diversion. Jake et Isaac suivraient un autre itinéraire avec la vraie clé, et Ranger serait avec eux. Mais Blackwood frappa plus tôt que prévu. À minuit, le courant fut coupé. Un camion noir bloqua l'entrée du centre. Des hommes armés descendirent, habillés en techniciens municipaux. Mais ce n'étaient pas des fonctionnaires. Ils communiquaient par oreillettes, se répartissaient en silence. Isaac vit tout cela depuis la salle de surveillance, via les écrans alimentés par le générateur de secours. Il prit sa radio. « Jake, on a un problème. » Ranger sentit le danger avant tout le monde. Il grogna, s'élança dans le couloir, passa devant les enfants encore endormis et se planta devant la porte d'entrée. Il n'avait pas oublié la douleur, la blessure, ni la peur de perdre Emma. Et cette fois, il n'attendrait pas. Les assaillants forcèrent la porte. Le premier homme entra, silencieux. Il ne vit pas le Malinois bondir de l'ombre. Ranger le fit chuter lourdement, puis se lança sur le deuxième. Les cris attirèrent Isaac, qui surgit, arme au poing. Il tira un coup de semonce, les projecteurs s'allumèrent, et Jake arriva par l'arrière, les 2 ex-marines à ses côtés. En quelques minutes, la situation bascula. 2 des hommes de Blackwood furent neutralisés. Les autres prirent la fuite. Mais au fond du couloir, une silhouette restait immobile. Costume sombre, cheveux poivre et sel. Regard froid. Thomas Blackwood, en personne, Isaac s'avança, l'arme levée. « Tu ne t'arrêteras jamais, hein » lança-t-il. Blackwood sourit. « Tu ne comprends pas encore, Mitchell ? Je suis l'ombre, et toi, tu n'es qu'un souvenir. » Puis il sortit une lame. Mais avant qu'il n'ait le temps de faire un pas, une forme surgit du flanc droit, Ranger. Le chien le heurta de plein fouet, le faisant tomber. Blackwood tenta de se relever, mais Isaac l'immobilisa le genou sur la poitrine. « C'est fini », murmura-t-il. La capture de Thomas Blackwood fit l'effet d'un coup de tonnerre à l'échelle nationale. En moins de 24 heures, son arrestation fut relayée par toutes les chaînes d'information. Les révélations contenues dans la clé USB, désormais authentifiée par les fédéraux, déclenchèrent une série d'enquêtes contre plusieurs figures politiques. Des noms jusque-là intouchables tombaient un à un, chacun lié, de près ou de loin, aux activités sordides orchestrées par le réseau de Langston et couvertes par Blackwood. Mais pour Isaac, ce n'était pas une victoire, c'était un soulagement amer. Car même si justice était en marche, cela n'effacerait jamais les années perdues, ni les cicatrices visibles sur le corps de sa fille, ni celles, plus profondes, qui marqueraient à jamais sa mémoire. Il regardait Emma dormir cette nuit-là, ses bras passés autour de Ranger, comme si rien ni personne ne pouvait plus l'atteindre. Et dans le silence de la maison, il pleura, pas de tristesse, mais d'épuisement, d'émotion, de reconnaissance. Le procès de Thomas Blackwood fut fixé pour la fin de l'année. Cette fois, il n'y aurait pas de fuite. La sécurité était renforcée. Les preuves, accablantes, et l'opinion publique réclamaient des comptes. Emma fut convoquée pour une déclaration écrite que son avocat lut devant le juge. Elle y expliquait, avec des mots simples mais percutants, ce que signifiait vivre avec la peur. Elle termina par une phrase qui fit se lever toute la salle. « Je suis vivante grâce à un chien qu'on avait abandonné, mais lui ne m'a jamais abandonné. » Pendant ce temps, la fondation continuait de grandir. Des familles affluaient de tout l'État. Des enfants qui avaient besoin de reconstruire leur confiance. Des anciens combattants, parfois blessés physiquement ou mentalement, venus offrir leur savoir-faire dans l'éducation canine. Le centre devint un symbole, un lieu de transmission et de seconde chance. Un matin, Emma revint du jardin en courant. « Papa, Ranger n'est pas bien !» Isaac la suivit en urgence. Il trouva le chien allongé sous le grand chêne, là où il avait l'habitude de faire sa sieste. Son souffle était court. Ses yeux toujours vifs semblaient cette fois alourdis par le temps. Le vétérinaire arriva rapidement, l'ausculta, posa un diagnostic. « Ce n'est pas une blessure, c'est l'âge. Il a donné tout ce qu'il avait. »
Il s'est battu plus qu'aucun autre chien que j'ai connu. Emma s'agenouilla près de lui. Elle murmura à son oreille, doucement. Personne n'entendit ce qu'elle lui dit, mais Ranger remua légèrement la queue. Son dernier effort, son dernier adieu. Il s'éteignit au coucher du soleil, dans les bras de celle qu'il avait juré de protéger. Le silence tomba sur le centre. Même les plus jeunes comprirent. Ce n'était pas une disparition, c'était un départ, un passage. Le héros quittait la scène. Le lendemain, une cérémonie fut organisée dans le jardin. Pas de grands discours, juste des souvenirs partagés. Des enfants vinrent déposer des dessins. D'autres, silencieux, restèrent à l'écart, posant une main sur le vieux collier posé sur une pierre. Isaac prit la parole, la voix brisée mais digne. Ranger n'était pas seulement un chien, il était la mémoire de ce qu'on avait perdu et la promesse de ce qu'on pouvait reconstruire. Emma planta elle-même un jeune arbre à côté de la stèle, un érable. « Il sera grand et fort comme lui », dit-elle. Puis elle retourna auprès des autres enfants. Elle savait que la peine ne partirait jamais totalement. Mais elle savait aussi que Ranger lui avait laissé une force, une boussole intérieure, une lumière. Dans les jours qui suivirent, Isaac reçut une enveloppe du procureur. À l'intérieur, une copie encadrée de la médaille du courage, décernée à Ranger à titre posthume. Une distinction rare, mais méritée. Sur la plaque, une phrase « Pour avoir sauvé des vies au-delà des attentes humaines ». Le centre fut rebaptisé « Le refuge de Ranger » et la vie reprit, différente, mais empreinte de sens. Les semaines passèrent, mais la mémoire de Ranger restait présente dans chaque recoin du centre. Il y avait des photos de lui accrochées au mur, des dessins faits par les enfants et même une sculpture en bois installée dans l'entrée, offerte par un artiste local ancien soldat. On y voyait le chien assis, attentif, comme s'il veillait encore. Et quelque part c'était vrai, parce que tout ce que le refuge de Ranger représentait venait de lui. Emma, elle, avait changé. Son regard était plus profond, sa voix plus assurée. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était devenue une guide. À seulement 10 ans, elle aidait déjà les nouveaux enfants à s'adapter. Elle leur montrait les pièces, les laissait toucher les jouets qu'elle avait autrefois jalousement gardés. Et quand un enfant pleurait dans la nuit, c'était souvent elle qui l'appelait. Un jour, elle reçut une lettre par la poste envoyée par un certain E. Green, un ancien collègue de sa mère dans un journal d'investigation aujourd'hui disparu. Il avait appris ce qu'elle avait vécu, ce que sa mère avait révélé, et il avait voulu lui transmettre quelque chose qu'il gardait précieusement depuis des années, un manuscrit inachevé d'Anna. Un livre débuté quelques mois avant sa mort. Le titre était simple, « L'enfance volée ». Emma s'enferma dans sa chambre et lut les premières pages. Sa mère y parlait d'espoir, de justice, mais surtout d'une promesse faite à sa fille. « Si un jour je ne suis plus là, je veux que tu continues à chercher la vérité. Même si elle fait mal, parce que la vérité libère. » Les mots frappaient comme des vagues, mais ils ne la submergeaient pas. Ils la portaient. Ce soir-là, Emma s'assit près d'Isaac. Elle lui montra le carnet, puis dit « Je veux finir son livre, pas pour la gloire, pour que d'autres enfants sachent non qu'ils ne sont pas seuls. » Isaac hocha la tête, les yeux humides. Il n'aurait jamais cru que sa fille deviendrait l'héritière spirituelle d'Anna. Et pourtant, tout en elle rappelait cette flamme que ni la peur ni la mort n'avaient pu éteindre. Le refuge accueillait désormais plus de 50 enfants. Un second bâtiment était en construction. Des partenariats étaient noués avec des écoles, des hôpitaux et même des unités cynophiles militaires à la retraite. Le modèle était en train de faire école. Dans d'autres États, d'autres centres s'ouvraient, inspirés de celui-ci. Isaac voyageait parfois pour former des équipes, mais il rentrait toujours à temps pour les veillées du vendredi, où Emma lisait des histoires aux plus petits, assise au pied de la stèle de Ranger. C'est au cours d'une de ces veillées qu'un événement inattendu survint. Alors qu'Emma lisait, un chiot s'approcha du cercle. Personne ne savait d'où il venait. Il était sale, amaigri, tremblant. Mais ses yeux avaient cette même intensité que ceux de Ranger. Il s'approcha d'Emma, posa doucement sa tête sur son genou. Elle le regarda longuement comme si elle le reconnaissait. Puis elle se pencha et murmura « Toi aussi tu as une histoire à raconter, hein ?» Elle décida de l'appeler Echo. Echo devint rapidement le nouveau compagnon des enfants. Il n'était pas Ranger, bien sûr, il n'était pas aussi discipliné ni aussi vaillant, mais il avait une chose essentielle. Il écoutait, il dormait aux pieds des enfants, venait poser sa truffe sur les jambes des plus anxieux. Et surtout, il veillait sur Emma, comme une transmission silencieuse, un héritage,
Un an jour pour jour après l'arrestation de Blackwood, le refuge organisa une journée spéciale. Familles, vétérans, éducateurs, enfants venus d'autres foyers, tous étaient réunis pour honorer ceux qui avaient été perdus et ceux qui avaient été retrouvés. Isaac prit la parole, les mains légèrement tremblantes. Il évoqua Anna, Rangeur, et tous ceux qui avaient cru qu'un monde meilleur était encore possible. Puis il tendit le micro à Emma. La fillette s'approcha droite, le regard franc. « Ma maman m'a appris que parfois les adultes mentent, que même ceux qui sont censés vous protéger peuvent vous faire du mal. Mais elle m'a aussi appris que certains chiens disent la vérité avec leurs yeux, et que parfois c'est en les suivant qu'on retrouve le chemin. Rangeur m'a sauvé. Il a sauvé mon père, et il a sauvé tous les enfants que vous voyez ici, même ceux qui ne parlent pas encore. Ce centre n'est pas une prison, c'est une porte ouverte. » Silence. Puis les applaudissements. Long, sincère. Le temps avait passé 3 ans. 3 années depuis l'arrestation de Thomas Blackwood, depuis la dernière mission de Rangeur, depuis le jour où tout avait basculé. Une fois encore, pour le mieux cette fois. Le refuge de Rangeur était devenu une institution nationale. Il avait inspiré d'autres centres à travers tout le pays. Chacun porté par des vétérans, des éducateurs, des enfants devenus jeunes adultes, et parfois par des chiens que personne ne voulait, mais qui refusaient de baisser les yeux. Emma, elle, avait grandi. Elle approchait de ses 14 ans, son regard s'était endurci, mais son sourire, lui, était resté intact. Elle n'avait jamais oublié ce que Rangeur lui avait donné, ni ce que sa mère lui avait légué. Et ce livre, L'enfance volée, elle l'avait terminé, avec ses mots à elle, avec ses souvenirs, avec sa vérité. Il avait été publié sous les 2 noms, Anna et Emma Mitchell. Le jour de sa sortie, Emma avait déposé un exemplaire sous l'arbre de Rangeur, scellé dans une boîte étanche. Elle n'avait rien dit, mais Isaac l'avait vu faire à travers la vitre du bureau, et il n'avait rien dit non plus. Le refuge était maintenant dirigé à temps plein par Grace, devenu une figure respectée dans les milieux éducatifs et sociaux. Isaac, de son côté, continuait à conseiller les équipes, mais il s'était un peu effacé, laissant sa fille prendre sa place peu à peu. Echo, le jeune chien trouvé un soir d'hiver, était devenu un géant joueur, maladroit parfois, mais incroyablement affectueux. Il dormait encore tous les soirs dans la chambre d'Emma, comme un rituel invisible entre elle et ce passé qui ne voulait jamais tout à fait s'éteindre. Un matin d'été, alors qu'elle aidait à Rangeur d'anciens cartons au fond de l'ancien bureau de sa mère, Emma trouva quelque chose, une vieille boîte à musique poussiéreuse. À l'intérieur, sous le tissu doublé de velours, un petit carnet, écrit de la main d'Anna. Il n'était pas daté, il ne contenait pas de révélations, ni de preuves, juste des pensées, des phrases, des bouts d'amour griffonnés à la hâte entre 2 peurs. Elle tourna lentement les pages et tomba sur une dernière note, presque effacée par le temps. « Si un jour tu lis ceci, ma petite étoile, alors c'est que tu as survécu, que tu as trouvé la force en toi pour te relever, même sans moi. Ne doute jamais de qui tu es, ne laisse jamais personne t'éteindre, et n'oublie jamais, même dans l'obscurité, il y a des chiens qui savent en trouver la lumière. » Emma referma le carnet sans pleurer. Elle se leva, sortit dans le jardin et s'assit sous l'érable. Elle posa le petit livre contre la pierre qui portait le nom de Rangeur, puis regarda le ciel. « Je continue, maman, je continue. Ce soir-là, il y eut une veillée, comme souvent, mais plus intime. » Emma, écho à ses pieds, lut un passage de son livre. Puis elle s'adressa aux enfants, les plus jeunes, ceux qui venaient d'arriver, encore pleins de cauchemars et de silence. « Ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Ce que vous devenez, ça, c'est votre choix. Et ici, on va vous aider à choisir. Rangeur l'a fait pour moi. Echo aussi. Et vous, à votre tour de choisir qui vous allez devenir. » L'un des petits leva timidement la main. « Et si on a encore peur ?» Emma sourit. « Alors on commence par ça, par ne pas avoir honte de le dire, et par laisser quelqu'un veiller sur nous, le temps qu'on apprenne à se relever seul. » Un murmure parcourut l'assemblée. Echo remua doucement la queue comme s'il validait chaque mot. Plus tard dans la soirée, Isaac se tenait seul sous le porche. Il observait les enfants jouer, rire, courir. Il pensa à Anna, à Rangeur, à tout ce qu'ils avaient traversé. Puis il sentit une main dans la sienne, Emma, silencieuse. Ils regardèrent ensemble les lumières du jardin, les guirlandes suspendues entre les arbres, les rires d'enfants remplissant l'air. « Tu crois qu'elle est fière ?» demanda Emma. Isaac se tourna vers elle. Elle serait émerveillée, et Rangeur aussi. Un dernier silence, doux, et dans ce calme, une certitude, le mal avait perdu. Pas parce qu'il avait été vaincu par la force, mais parce que la lumière, transmise d'un être à l'autre, avait continué de brûler.
Malgré tout,